pour eux. Vous parlez de long métrage, et donc notamment Le sanglot des arbres, c'en est où? Tu parles de vieux dossiers que personne connaît, que moi-même j'avais oublié. C'est un des premiers longs métrages que j'ai écrit. En fait, j'avais déjà écrit des longs métrages avant de faire Le Visiteur Futur. Et donc ce film ne se fera pas, je pense, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Parce que en 5 ans, t'évolues, et tant mieux. Et franchement, ça aurait pas été forcément le meilleur film de tous les temps. Il aurait eu du sens il y a 5 ans. Et on s'est rendu compte qu'avec David, c'est que tous les thèmes qu'on a mis dans le film ont été déjà faits en film là, récemment. Donc si on le sortait maintenant, tout le monde dirait « Ah bah vous êtes des plagieurs et tout, etc. » Donc il aurait moins de pertinence, quoi. Pour parler transmédia, est-ce que le fait que chaque média soit indépendant et se suffise à lui-même est vraiment indispensable pour vous? Alors moi j'ai opté pour le côté indépendant qui suffit à lui-même, mais c'est pas du tout indispensable pour moi, hein. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais éviter, c'est que les gens soient obligés d'acheter quelque chose pour voir la suite. Voilà, je voulais vraiment éviter cette notion-là. Donc j'ai opté pour différentes branches qui sont complémentaires mais indépendantes quand même, ce qui oblige de temps en temps de répéter certains passages clés. Ça c'est marrant parce que des fois on me le reproche, on me dit « Oh là là, mais tu as, genre dans le roman, tu as expliqué que Fantôme était banni. » Ben oui, mais si jamais t'as pas vu la série, c'est chaud ensuite. Donc voilà, il y a des fois il faut faire des redites, mais moi je pense que ça dépend de ton optique. Si jamais tu as un public où tu dis dès le début, alors voilà, nous on va vous faire X épisodes qui seront gratuits, mais il y aura la suite, ensuite il sera en bande dessinée ou en comics, ce que tu veux, puis après on repasse sur du gratuit, etc. Moi, à partir du moment où c'est dit dès le début, c'est pas gênant, enfin moi ça me gênerait pas. J'ai essayé moi de mon côté que chaque histoire, mais même chaque saison, puisse être vue indépendamment. Et moi le bien compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on voit une saison du Visiteur et qu'on me dit hey, j'ai pas vu les saisons d'avant, j'ai vu la saison 3 ou la saison 4, et ça fonctionne. Et on essaie d'adapter pareil, c'est ça, en BD ou en roman. Alors le roman Visiteur Futur, on a tout fait pour qu'il soit le plus lisible possible. Forcément, le public de base, c'est un public de fans, mais on se dit, idéalement, si quelqu'un tombe dessus par hasard, il puisse avoir toutes les clés pour aimer l'histoire. Il y a quand même aussi, enfin, moi je pense aussi, quand on change de média, on a bien touché un public différent aussi. Les gens qui regardent les web-séries ne sont pas forcément les gens qui lisent de la BD classique, puisque nous on est allé vers la BD classique. La logique aurait été qu'on soit vers le comics ou le manga plutôt. Non, on est allé en BD classique. La BD classique c'est un genre très particulier dans l'univers franco-belge, hein, en France, en Belgique, un petit peu en Espagne aussi, où c'est aussi consommé. C'est un genre à part, il y a ces aficionados, et il y a des gens là-dedans, dans ce genre-là, qui sont très ouverts à la nouveauté. Ils ne vont pas juste acheter Astérix, ils vont aussi acheter une nouveauté ou aller les feuilleter à la FNAC, etc. Et je pense que pour ces gens-là, ça vaut le coup quand même de ne pas leur proposer un truc qu'ils regardent et qui rentrent à l'intérieur. C'est quoi ce bordel? Je comprends rien. C'est pas très intéressant, je pense, d'ouvrir un bouquin et de dire je quitte rien à ce qui se raconte. Donc moi, en tout cas quand j'ai fait la BD Flanders, je me suis attaché à ça. Je voulais laisser ni la personne qui connaissait nos personnages, ni la personne qui découvrait notre univers comme ça en BD. Et c'était un exercice un peu périlleux, c'est pas évident. Le dosage est assez complexe. Et plus t'en fais, plus c'est galère. Parce que quand t'arrives à 4 romans, 83 épisodes, 9 BD, tu fais mais de quoi j'ai parlé, où j'en ai parlé et de quelle manière j'en ai parlé aussi. Enfin, c'est un truc galère. Et c'est vrai que ouais, moi je suis d'accord avec Rudy aussi, il faut pour le confort des gens ne pas les obliger à passer d'un média à l'autre. Il faut que ça soit un choix des gens et pas une contrainte imposée par l'auteur. Enfin, c'est vrai que ouais, on se rejoint là-dessus. Je voulais savoir si c'était vraiment nécessaire de faire des études d'audiovisuel. La preuve que non. Et on en apprend finalement plus en faisant des études ou en faisant ses trucs perso avec ses amis. En tant que prof, je peux te le dire, tu n'apprendras jamais autant par la pratique. Tu as une mise en condition par la théorie, elle est très bien, elle a ses avantages, mais rien ne remplace la pratique. Aux États-Unis, je pense que tu peux ne pas avoir fait d'école d'audiovisuel, mais du moment que tu fais tes preuves, tu seras embauché à n'importe quel poste dans le cinéma. En France, on est dans le corporatisme, on est dans le chaque métier se protège. C'est un peu plus compliqué, mais quand aussi tu es intermittent en France, à TF1, ils s'en foutent de savoir quels sont tes diplômes, ils pètent ta pige et c'est en fonction du travail que tu feras. Moi, j'ai fait un BTS audiovisuel, ça m'a beaucoup apporté, mais c'est pas tant le savoir, j'ai appris vachement de trucs, mais c'est tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré Slim,
Anaïs, Jimmy qui fait... là, c'est le réseau de gens motivés qui étaient un peu au même niveau que moi, qui essayaient de faire des trucs et tout, qui avaient des compétences et tout. C'est ça le plus important pour moi, c'était les gens. Mais dans mon CV, j'ai jamais mis pratiquement que j'avais un BTS audiovisuel, quoi. Parce que en soi, les gens ils s'intéressent surtout à ce que j'ai produit. C'est ça pour eux leur vrai diplôme, quoi. C'est une vidéo pour un truc genre ok, je sais faire ça. C'est vrai qu'il y a, maintenant que tu dis, un côté flagrant, c'est-à-dire que Rudy et moi, on est 100% autodidacte, on n'a pas du tout... on est seul du coup. C'est-à-dire qu'on est là sur nos ordi, on est là. Quelqu'un peut m'aider? Non, c'est pas bon, d'accord. Du coup, toi, c'est vrai que tu as pu te créer une vraie équipe. Et ça, c'est grâce à ton école, justement. Oui et non, parce que mon équipe, j'ai pu la créer à ce niveau-là, mais quand j'ai fait le Vice en Futur, en fait, après le BTS, j'ai fait pas mal de courts-métrages avec mon équipe, et le Vice en Futur, c'est la première fois que je me séparais de mon équipe. D'accord. Le tout début, justement, j'ai expliqué aux gens qui ne comprenaient pas, ils disaient mais pourquoi tu prends pas d'ingé son, pourquoi tu prends pas de chef-op? Je dis non, je vais tout faire tout seul, j'avais besoin de le prouver à moi-même, j'avais besoin de me libérer de la technique, parce que la technique ça peut vraiment cloisonner la créativité. Et donc c'est pour ça que bizarrement le premier épisode de Vice en Futur est moins bien fait que le court-métrage que j'avais fait 2 ans avant. Mais je m'en fichais parce que je savais que par rapport à ce que je voulais faire, l'essentiel était là. Et donc après mon équipe m'a rejoint dans un deuxième temps, quand ils ont vu que ça marchait, je leur ai dit ouais, Slim, ils sont venus eux-mêmes. Slim m'a dit écoute, si tu veux je fasse un peu de lumière, vu que c'est dégueulasse ce que tu fais, c'était même plus de la pitié en fait qu'ils avaient. Genre je vais t'aider un petit peu parce que franchement c'est nul. Et je suis bon bah ok, et puis un mec pareil qui arrive. Donc, en fait, je suis repassé à la classe 0 amateur pour trouver la bonne idée et pour être libre de toute contrainte technique. Et après, maintenant, la technique s'est rajoutée au fur et à mesure grâce à mon réseau, une partie de mon réseau. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des conseils pour recommencer en fait? On commence de rien, comme ça, genre demain je fais une web série, qu'est-ce que je fais? Déjà, il faut un concept, un truc que tu as envie de raconter, mais de ta manière à toi. Ne cherche pas à raconter quelque chose parce que ça marche bien dans une autre série ou un truc comme ça. Tu peux prendre le même thème qu'une autre série que tu aimes beaucoup, mais il faut que tu le racontes de ta manière à toi. Et puis alors après, c'est super chaud parce que tu vas commencer forcément en bénévole, amateur, avec des copains. Donc tes copains, il faut que tu fasses un contenu pas trop long, parce que si jamais tu fais un contenu long, ils vont bloquer un week-end pour toi, 2 week-ends pour toi, mais au bout du 3e, 4e, si jamais il n'y a rien qui sort, normalement ils vont se démotiver. Donc il faut qu'ils aient une sorte de récompense, de référence, qu'ils se voient, qu'ils progressent. Il vaut mieux faire quelque chose de pas trop ambitieux au début, mais qui sorte de manière assez fréquente et avec votre savoir-faire. Et se blinder par rapport à ce qui va être dit sur internet. Vous allez vous faire ouvrir au début, hein, mais c'est normal, on est tous passés par là. Et n'hésitez pas à expérimenter aussi. Moi je me rappelle en fait avant, une anecdote, j'ai revu les prix du premier Damnet cet été quand je suis rentré dans mon sud local. Et ça faisait facile 10 ans que je n'avais pas vu cette nana. Et elle me disait putain j'ai vu Damnet pour la première fois hier. Et on l'a fait en 98. Et elle m'avait rappelé, pour moi je l'avais fait, on l'avait monté, basta, et elle m'a rappelé un détail, c'est que j'avais mis 1 an à le monter Damned en fait, quand on l'avait tourné. Parce que comme on découvrait l'outil numérique, on ne le maîtrisait pas, j'avais passé 1 an à expérimenter, à tourner des petites scènes, à voir comment je pouvais l'arranger, à essayer d'avoir un rendu, etc. Et j'ai retrouvé une vieille cassette VHS où j'ai tous ces essais, ces 10 secondes qui servent absolument à rien, qui ressemblent plus ou moins à rien, il y a un crâne en 3D qui tourne, enfin tu vois, mais vraiment les expérimentations qui font qu'après, je me suis dit voilà, j'avais besoin de tout ça pour faire ce que j'avais en tête, ça, je sais faire, maintenant je recalibre en fonction de ce que je peux et ce que je peux pas faire, et quand je lance mon projet, je me plante pas. Il y a aussi ça, un petit peu réfléchir en amont. Si vous commencez à sortir, si ton premier projet c'est je veux faire une web série de 3 saisons, de 24 épisodes qui va marcher sur internet, bon courage. Ouais, bon courage et tu rejoindras le cimetière d'internet avec de grandes chances. À un moment donné, il faut commencer par tester ses compétences pour savoir vers où on peut aller. Parce que je pense qu'on a prouvé quelque chose avec tous nos débuts, avec notre projet, c'est que finalement on a le droit d'avoir une image un peu moche, d'avoir de moins en moins aujourd'hui. Mais on a quand même le droit d'avoir des défauts techniques, d'avoir des acteurs un peu passables, des défauts de jeunesse, du moment où derrière il y a quand même
on propose quelque chose. Et ce qu'on propose, ça ne doit pas se limiter à on veut être vu sur Internet. Ça, il y a plein de gens qui le font très bien, ils ont besoin que d'une caméra, un affiche, ils se filment, ils mettent ça sur Internet, ils proposent après des pubs à Fanta, etc. Ils le font super bien, mais finalement, c'est pas super créatif. Et si vous faites de la fiction, un genre où vous allez vous étaler sur plusieurs minutes sur le net, donc ça ne se limite pas à vous raconter votre dernière branlette où vous avez filmé votre chaculette, ce qui est quand même le plus consommé sur Internet, il faut se heurter à cette vision. Internet, c'est ça pour 90%, enfin 40% et 50% de cul. Mais voilà, ça fait que 10% pour le reste, c'est pas énorme. Quand tu vas lancer ton projet, il faut savoir qu'est-ce que tu as envie de raconter, quelles sont tes forces, tes faiblesses, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais pas faire, et comment tu vas arriver à raconter ce que tu veux le mieux possible avec tes moyens réduits. Voilà, il y a quand même ce côté-là aussi à aborder. Et plein de toi, trouve une équipe qui est motivée par ce que vous allez raconter et par le temps que vous allez passer ensemble, et pas par voir sa tronche sur Internet et le nombre de pseudo-fans qui ont liké sa page Facebook qui va pouvoir les sauter le lendemain. Parce qu'il y en a des comme ça aussi, faites attention. En fait, il faut faire, comme dit Rudy, il faut expérimenter et surtout apprendre. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait d'école, deviens ta propre école. Tu fais un truc, il faut que ça ne prenne pas beaucoup de temps, tu le finis, tu analyses ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et après tu fais mieux. Et tu répares tes erreurs au fur et à mesure. En gros, ta première vidéo sera forcément la plus mauvaise, et c'est même logique quand tu y penses. Et c'est au bout de la 50e que là, tu auras un truc potable. Mais il faut se permettre d'échouer un petit peu dans tous les sens pour dire ok, ça j'ai pas réussi, ça marche, tiens, ça j'ai découvert que je pouvais faire de la comédie comme ça, ou tiens, j'ai découvert que le son dans ce genre d'endroit c'était nul à chier, donc fallait pas faire ça. Tout ça, il faut que tu l'expérimentes pour savoir justement, et après tu pourras faire une fiction qui raconte une histoire, parce que quand tu racontes une histoire en fiction, le moindre truc qui va te gêner, ça va te faire sortir de l'histoire et tu vas arrêter de regarder la vidéo. Et donc c'est hyper chaud quoi. Il faut toujours attirer l'attention. Alors ça veut pas dire que tout doit être parfait techniquement, mais ça veut dire qu'il faut que les gens ne sortent pas de l'histoire. Ça ça paraît simple, mais c'est le plus dur. C'est tellement dur que même des gens à Hollywood qui dépensent des millions de dollars n'y arrivent pas tout le temps. Donc pour y arriver, il faut vraiment essayer de t'enlever tous les défauts majeurs. Et aussi, alors petit conseil par rapport à Internet, bizarrement, si tu vois une image un peu, oui, où il n'y a pas vraiment de lumière, où c'est un peu cramé, où c'est pas hyper beau, ça peut être un style. Tu peux dire non mais c'est un style, c'est à la Steven Soderbergh et tout, etc. Tu vois, tu peux te la péter un peu comme ça. C'est du Lars von Trier. C'est du Lars von Trier et tout, Dolma et tout. Si tu fais un truc où tu as le son qui est mauvais, c'est pas un style, c'est juste mauvais. Donc en fait, bizarrement, paradoxalement, le son est plus important en audiovisuel que l'image. Et pourtant, je viens de l'image. Moi, j'adore l'image, mais je sais que si le son n'est pas bon, tu peux pas rentrer dedans. Si l'image n'est pas belle, tu peux t'en tirer en disant ouais, mais c'est un côté un peu brut et tout, tu vois. Donc, le son. Y a-t-il un projet de crossover entre les trois séries? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis un petit moment parce que c'est super chaud. Par contre, et ça je leur ai déjà dit, j'aimerais que aussi bien Rudy que François réalisent une des scènes de la trilogie Noob. Ça serait une sorte de forme de crossover en quelque sorte. Donc voilà, mais en tout cas, avec les acteurs... C'est une bonne idée. En fait, le problème, c'est que toutes les crossovers qu'on a pu faire, on les a fait quand on a commencé. C'est-à-dire quand les gens nous laissaient le temps, enfin quand finalement le travail qu'on avait à faire sur ce qu'on faisait, on avait encore un peu de temps. Là, c'est vrai que, je pense surtout à vous deux, vos projets ont pris tellement d'amplitude que c'est pas le genre de choses sur lesquelles vous avez beaucoup de respiration. Quand tu t'arrêtes de travailler pour nous, je pense que quand c'est des choses, on met beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait. À un moment donné, quand on arrête de travailler, on se tourne un peu vers la famille, vers les proches. On en profite un peu aussi parce qu'on peut très vite avoir l'effet inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire passer du temps avec les amis et la famille. Finalement, on le passe tout seul à sa cave en train de faire des montages et augmenter le nombre de particules qu'on balance. Il faut faire attention à ça. Surtout que Flanoob, vous l'avez tourné, mais parce que c'était au Japan Expo, au même moment, en costume. C'était un concours circonstance qui vous permettait de le faire. On avait recruté un fan à l'arrache qu'on avait fouetté sur un parking. Enfin, c'était vraiment fait à l'arrache. Et je pense que si un jour il y a des dates anniversaires, genre oh là là, ça fait 10 ans qu'on a filmé nos web-séries, allez les gars, on fait une petite dernière de 5 minutes, peut-être que
que ça se fera, on sait pas de quoi de l'avenir est fait. Mais en tout cas, oui, sur le principe, moi ça me plairait en tout cas. En mode Expendables, enfin tous vieux. L'expendable des web-séries. Non, mais ce serait marrant. Moi, je pense que c'est effectivement l'idée est suffisante de faire un projet à 3, ne serait-ce que ponctuel. Après, il faut arriver à ce que toutes les planètes se croisent, quoi. C'est ça la problématique. Le Flamme Doute, j'ai l'impression que c'était l'événement millénaire, tu vois. Toutes les planètes du système solaire étaient alignées, on a pu le faire. Il faut attendre un millénaire avant que ça se reproduise. Mais non, aussi. Après, on s'apprécie tous, donc rien n'est interdit. Rien n'est interdit, mais c'est pas là au jour d'aujourd'hui, non, on n'a rien dans les bacs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, une fois avoir monté l'épisode, qu'il soit vraiment terminé, vous le visionnez, vous vous dites ah mais en fait non, ça passera pas et j'ai pas envie de montrer ça. Moi, comme je suis réalisateur et que c'est les acteurs qui vont se prendre la honte, non, je rigole. Non, ça nous est pas arrivé. Si, sur des scènes, pas sur un épisode entier, mais sur des scènes qu'on a mis à la trappe, ouais, moi ça m'est arrivé. Non, mais en fait, t'as pas le choix. Le problème, c'est que c'est pour ça qu'il faut chérir un peu la période où vous n'êtes pas encore trop exposé. Le fait de faire des erreurs, de dire bon ça je le montre pas et tout, c'est cool quoi. Au bout d'un moment, c'est ça qui est chiant, c'est que au bout d'un moment tu es obligé de le montrer quoi, tu es obligé d'avancer, même si tu n'es pas satisfait à 100%, il faut que tu le fasses, il faut que tu avances quoi. Donc voilà, en fait moi souvent c'est sur le moment je me dis non c'est très bien, c'est après coup je me dis oh en fait c'était vraiment de la merde, mais sur le moment, peut-être sur l'euphorie d'avoir terminé un truc, je me dis non mais ça passe, parce que vu la difficulté que j'ai mis à le faire, je me dis ouais c'est bien par rapport à la difficulté que j'ai mis à le faire, mais quand t'as un an qui passe, t'as plus la difficulté en tête, tu vois juste le résultat et tu te rends compte que c'est de la merde et ça prend du temps. Oui, il y a ça, et puis non, c'est assez souvent je pense qu'on n'est pas satisfait d'une séquence en particulier. Il y a toujours ces moments où la concentration, la fatigue aidant, tu laisses passer une scène, tu fais elle est bonne, et tu la revois chez toi et tu fais mais comment j'ai validé ça quoi. Ou je sais pas, soit tu fais avec, c'est quand t'as pas vu la poubelle au premier plan dans la scène romantique, tu la gommes sous After Effects. Voilà. On a la chance d'être nos propres monteurs, donc oui, aussi, oui. on peut réparer nos erreurs de réal sans que personne s'en rende compte et en faisant genre haha c'est exactement ce que j'avais prévu. C'est ça. On a trop galéré. Vous ne voyez que ce qu'on veut bien vous montrer, mais il y a bien des choses, il y a plein de choses qui sont camouflées où il y a des séquences où on se prend la tête parce qu'on sait quelles ont été les difficultés, on se dit putain mais ça va se voir. Et là t'as ton pote qui dit mais Rudy ils ont pas vu les rushs, ils ont pas vu le tournage, ils vont voir que ce que tu montres. Et ce que tu montres, il n'y a pas d'erreur. C'est ça l'intérêt du montage en fait, c'est vraiment le moment où tu peux vraiment tout sauver, tout réinterpréter, c'est comme une V3 de ton scénario en fait, le montage. Et il faut pas hésiter, il faut pas se dire oui mais dans le scénario, parce que si tu engages un monteur, le monteur il va te filer le scénario, il va faire ce qui a marqué, mais quand tu es ton propre monteur, tu fais bah non je m'en fous du scénario, c'est moi qui l'ai écrit, je peux l'effacer quoi. Oui, là pour aller dans l'anecdote, là par exemple sur Planet 7 qu'on monte tout à l'heure, la partie qu'on monte tout à l'heure, on a une séquence qui porte à polémique dans le groupe puisque c'est la première qu'on a tournée après un an d'arrêt des tournages et mes acteurs, c'est pas des acteurs pro, mais ils ont un petit peu leur narcissisme, ce qui fait que du coup ils ont fait une production qui est de mon humble avis tout à fait passable et du leur absolument immonde, donc du coup ça fait là on a décidé il y a la semaine dernière qu'on allait la retourner cette séquence, donc ça nous arrive effectivement de devoir revenir sur le travail qu'on a fait. Il y a des accidents de cassette aussi qui font que tu as des journées de tournage qui sont foutues en l'air, je pense que tu as connu ça aussi. Oui, c'est vrai que ce côté-là, je laisse souvent sur certaines répliques. Il m'arrive de virer des répliques sur le montage final, et ça rejoint exactement ce que tu disais, c'est super fluide, et puis t'en as un, il t'a sorti la phrase, mais d'une manière abominable, et tu fais... Et j'en ai forcément une autre. Non. Et là tu fais, bon comment je peux réaménager mon montage pour que cette réplique puisse passer à la trappe de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas cet accro là. Donc ouais, en fait, c'est à plein de niveaux qu'on peut avoir, mais un épisode entier, quand même pas. Enfin, si, on a des vieilles casseroles. Toi, je sais qu'il y a un Damned que tu as mis... Il n'y a pas un Damned que tu as refait, un truc comme ça, le 2, ou à l'époque Non, c'était pas un truc comme ça, c'était un truc différent, c'est que j'avais les acteurs de la première saison qui étaient en train de me faire une crasse, et pour qu'on arrive à finir le projet, je leur avais donné un scénario très long, et en fait ça me concerne, on allait faire que la moitié. Quoi. Donc arrivé à la moitié du projet, j'aurais fait c'est terminé, on va casser-vous, je vous ai plus. Ça marche aussi.
Mais des fois, moi, je me rends compte qu'à l'écriture, j'écris souvent un peu trop dans les dialogues, parce que quand tu lis un scénario, forcément, t'as pas l'émotion directe, et donc des fois, je mets le personnage qui va dire un truc genre « Ah, je suis content » ou « Ah, je suis triste », parce que l'information, elle passe plus. Sauf que quand tu le filmes et après quand tu le vois au montage, tu fais bah ouais, c'est évident, et en fait, souvent, je simplifie, j'enlève des répliques parce que bah, c'est con, mais les acteurs, ils servent à ça, ils servent à jouer un truc. Et donc comme il joue la tristesse, ben, j'ai pas à le mettre, oh je suis triste, mais je viens d'apprendre que je suis déçu. Enfin, et des fois quand tu l'écris ça paraît normal, mais quand ils le disent à voix haute, tu fais en fait c'est nul. Et en fait souvent ben, je mets des moments de silence, et ça marche mieux. Ça aussi, ça tient pas mal. Alors là, vous voyez, quand on est à la fois monteur et réalisateur, parce qu'on va nous poser une question technique, on va parler pendant une demi-heure, c'est la façon de filmer, de tourner aussi. Moi qui est séquentiel avec plan par plan dans les films, et toi je crois qu'ils sont beaucoup plus plans d'ensemble, qui fait des plans d'ensemble de séquences, je pense aussi que ça permet différentes... Moi j'ai plus de choix en montage parce que en gros on filme toute la réaction d'un personnage, pendant toutes les répliques qu'il dit, mais aussi les répliques qu'il écoute, c'est dans la boîte. Ce qui fait que si j'ai un moment, je veux le cutter et passer d'un truc à un autre, j'ai un plan du mec qui écoute, et s'il joue bien le mec qui écoute. Et ça me permet de me sauver des trucs. Alors que moi qui suis condamné à tourner parfois le week-end, on ne peut pas se permettre de refaire 25 fois la même prise. Et je séquence beaucoup, c'est-à-dire que les acteurs ont la liste des plans et on les fait plan par plan. Même si on en enchaîne parfois pour avoir des réactions qui sont cohérentes et puis des raccords, tout simplement, on peut avoir une tripotée de faux raccords. C'est très séquencé. Du coup, si j'ai une scène qui est merdique, bah, sur toute merdique, je n'ai pas de note pour m'appuyer. Je vous remercie Fabien Fournier, François Descraques et Rudy Povaret. Bonne dernière d'applaudissements pour vous. J'espère que la